Effectivement du contexte, et le contexte c'est lequel vous avez alludé au nombre effectivement de tentatives de déstabilisation dans lesquelles effectivement son nom est cité et parmi effectivement les premiers responsables. Considérant effectivement que nous sommes en train de vivre l'une des crises les plus graves de notre pays, prenant en compte le fait que nous arrivons effectivement maintenant à une étape où on peut dire qu'on a amorcé le relèvement, c'est vraiment piteux, c'est très décevant d'entendre que c'est quelqu'un qui a été au sommet de l'État, qui a promis effectivement et s'est engagé à jurer même de conduire ce pays-là vers de meilleurs cieux, qui se trouve être en train de comploter tous les jours que Dieu fait, alors qu'on l'a laissé partir par des négociations dans des conditions, j'allais dire, idéales pour quelqu'un qui a fait toutes ces fautes-là ici. Bonjour tous, bienvenue sur Planète Info TV. Alors, la vidéo que je vous propose aujourd'hui, c'est une émission qui est liée sur la radio-télévision burkinabé. C'est concernant l'extradition de Damiba. Alors, on essaie le débat, c'est concernant l'état de droit, et juste pour essayer de voir si l'extradition de Damiba respecte les normes. Ok, donc juridique et tout ça. Alors, c'est au fait une émission intéressante que je vous laisse suivre. Mais avant de faire cela, je vais juste vous demander de nous faire une faveur, hein, donc de vous enregistrer sur notre chaîne YouTube si vous ne l'avez pas encore fait. Et si vous l'avez déjà fait, merci pour ça. Et laissez-nous juste le commentaire, hein, qu'est-ce que vous pensez de ces débats, juste pour enrichir le débat sur la chaîne. Et merci. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et merci de suivre Question majeure. Sujet majeur de cette semaine, l'extradition de Paul-Henri Sandaogo Damiba. L'ancien chef d'État, vous le savez, est cité dans la quasi-totalité des complots de déstabilisation visant le Burkina Faso, dont le dernier déjoué date du 3 janvier 2026. Une tentative de déstabilisation de plus et certainement de trop qui a commandé la requête des autorités judiciaires burkinabais auprès celle togolaise. Après examen de la régularité de la requête, les autorités judiciaires togolaises y ont donné telle suite que de droit. Paul-Henri Sandaogo Damiba sera interpellé le 16 janvier et remis aux autorités burkinabées le 17 janvier. Selon le communiqué des autorités togolaises, Paul-Henri Sandaogo Damiba extradé, le sujet fait la une des quotidiens et de l'actualité nationale et internationale tout au long de la semaine et nous en débattons ce soir avec nos chroniqueurs. Sont avec nous ce soir Gervais Nadembega, ingénieur de développement. Bonsoir. Docteur Boukari Nebié, enseignant-chercheur, est avec nous. Bonsoir. Maître Samuel Guitenga, avocat, est également avec nous. Et enfin, Imhotep Bayala, coordonnateur du mouvement 2 heures pour nous, 2 heures pour Kamita. Bonsoir à tous et merci de répondre à l'invitation de la RTB. Alors, Paul-Henri Sandaogo Damiba extradé, le sujet est largement commenté, je le disais. Est-ce que vous direz qu'il était plus que temps, cette extradition, bien sûr au regard de la récurrence de l'implication de l'homme dans les complots de déstabilisation contre le Burkina? Je commence par vous, Gervais Nadembega. Merci madame. Au regard effectivement du contexte, et le contexte c'est lequel vous avez alludé au nombre effectivement de tentatives de déstabilisation dans lesquelles effectivement son nom est cité et parmi effectivement les premiers responsables, considérant effectivement que nous sommes en train de vivre l'une des crises les plus graves de notre pays, prenant en compte le fait que nous arrivons effectivement maintenant à une étape où on peut dire qu'on a amorcé le relèvement, c'est vraiment piteux, c'est très décevant d'entendre que c'est quelqu'un qui a été au sommet de l'État, qui a promis effectivement et s'est engagé à jurer même de conduire ce pays-là vers de meilleurs cieux, qui se trouve être en train de comploter tous les jours que Dieu fait, alors qu'on l'a laissé partir par des négociations dans des conditions, j'allais dire, idéales pour quelqu'un qui a fait toutes ces fautes-là ici. Dans un tel contexte, on a de la soif. On a la soif d'apprendre. On a la soif d'écouter. On a la soif de savoir quelles peuvent être les motivations qui sont derrière effectivement tous ces actes-là. Et puis,
de connaître où et comment il procédait, avec qui, pour pouvoir désamorcer et pouvoir aller plus vite effectivement dans la lutte. Je pense effectivement qu'en termes d'attente de notre peuple aujourd'hui, quand vous lisez partout, quand vous écoutez, vous vous apercevez effectivement que dans sa grande majorité, le peuple est content. Maintenant, il peut diverger sur d'autres points et on va le voir par la suite. Mais en attendant, je crois qu'il y a un consensus sur le fait qu'il est revenu au pays. Et puis, qui serait contre effectivement une telle extradition? Que quelqu'un vienne dans son pays par des voies judiciaires et ait l'opportunité de s'expliquer pour que l'on apprenne. On peut s'opposer et puis diverger par la suite sur comment, mais ce n'est pas effectivement que le gars revienne dans son pays. Alors, Maître Gitenga, il faut dire que l'ex-chef d'État, Paul-Henri Sandaogo Damiba, a enfreint aux règles de son statut d'exilé pour être aujourd'hui extradé au Burkina. Merci, madame. Alors, peut-être qu'il faut me permettre d'abord de me prononcer sur ce que l'on entend par extradition. Ok. Peut-être que souvent le langage juridique prête à confusion. En français facile, j'allais dire, sinon simple, ça signifie tout simplement le fait pour un État de remettre une personne à un autre État, personne qui est recherchée, soit pour être poursuivie, soit pour être jugée, soit pour exécuter une décision. Voilà ce que l'on entend par extradition. Dans le cas d'espèce, je pense que les autorités judiciaires du Burkina ont formulé une demande à l'endroit de celles togolaises qui ont donné suite favorable à leur demande et ont procédé à l'extradition qui a consisté à remettre justement l'intéressé, donc Damiba Paul-Henri, aux autorités judiciaires burkinabées et la procédure d'instruction suit donc son cours. Je crois que quand on regarde le communiqué du ministre de la Justice, on comprend un peu le nombre d'infractions qui sont reprochées à l'intéressé et en vertu de la coopération judiciaire qui existe, soit au niveau international ou au niveau communautaire ou encore bilatéral, permet justement que l'extradition puisse être appliquée lorsque les infractions pour lesquelles vous êtes poursuivis sont prévues par la loi. Un peu plus tard au cours de ce débat. En attendant, docteur, on a également vu l'actualité était très bouillonnante concernant cette extradition. On a même vu une certaine agitation hors de nos frontières. Quelle lecture vous faites de cette agitation-là? Merci bien, Madame Sanou Koulibaly. Merci, c'est bien prononcé. Oui, je pense que il y a à peu près 2 semaines de cela, notamment le dimanche 11 janvier, au cours donc de cette même émission, nous avons évoqué le cas d'Amiba, mais il n'était pas encore extradé. Et nous avons ce jour-là fait observer que si ce qui se dit est vrai, à savoir que le Togo, et dans les faits, c'est ce que nous avons pu constater par la suite, le Togo étant l'un de nos pays voisins qui véritablement nous facilite la tâche dans notre démarche de souveraineté, il ne pouvait pas être compréhensible que dans ce même temps-là, vu tout ce qui a été reproché à M. Damiba, le Togo refuse de le remettre aux autorités burkinabées qui vont le mettre à la disposition de la justice burkinabé pour qu'on comprenne exactement ce que M. Damiba reproche au Burkina Faso. Moi, j'insiste là-dessus. Parce que quand on regarde le projet funeste qui était en cours, ce n'est pas seulement contre le capitaine Ibrahim Traoré en tant qu'individu, même si le chef d'État en lui-même est une institution, ce n'est pas contre le régime MPSR2 non plus, c'est un projet contre le Burkina Faso. Et pour quelqu'un qui a eu la chance d'avoir occupé le poste de la magistrature suprême en tant que chef d'État, on ne peut pas comprendre cela et il faut qu'il l'explique. C'est une haute trahison. Effectivement, le 17, il a été extradé et c'est à l'honneur du peuple togolais d'abord, mais aussi il faut saluer notre diplomatie. Parce que dans ce contexte-là, parvenir à faire revenir Damiba au Burkina Faso pour répondre des faits qui lui sont reprochés, assurément,
la diplomatie y a joué un rôle assez fondamental. Pour revenir à la question proprement dite, à savoir les différentes excitations que l'on voit au-delà du Burkina Faso, moi je voudrais simplement qu'on regarde, on fasse une cartographie, un portrait robot de tout cela qui s'excite. Faisons leur portrait robot, que ce soit des Burkinabés égarés aujourd'hui, en rupture de ban avec la nation parce qu'ils l'auront eux-mêmes choisi, ou que ce soit des non-burkinabés, lorsque vous regardez le portrait robot de tout cela aujourd'hui, non seulement qui s'était déjà prononcé pour dire qu'il n'y a pas de raison que le Togo extrade M. Damiba, et lorsque le Togo a extradé Damiba, sont dans une furie indescriptible. Cette fébrilité-là s'explique par le fait que ce sont des gens qui voulaient voir le Burkina, enfin, qui veulent voir le Burkina Faso à terre. Et pour eux, M. Damiba était un champion pour eux, grâce à qui le malheur allait frapper le Burkina Faso. Et ils en étaient très convaincus. Aujourd'hui, que leurs prières n'ont pas été exaucées, que Damiba a été extradé vers le Burkina Faso, ils sortent le grand jeu plutôt, pour une fois de plus dire que le Togo a enfreint aux règles. Mais citons quelques cas. Quand vous regardez aussi, la plupart de ces gens-là, comme je l'ai dit, c'est du côté de la Côte d'Ivoire. J'ai un profond respect pour le peuple ivoirien. Moi-même, j'y ai une partie là-bas. Mais quand vous regardez certains mercenaires qu'on recrute pour des médias qui n'ont pour ligne éditoriale que la haine contre les États de l'AES et précisément contre le Burkina Faso, qui viennent déverser des insanités, comme si ce qui se passe aujourd'hui avec Damiba, c'était la première dans l'histoire de l'Afrique ou du monde, et même comme si cela était étranger à la Côte d'Ivoire elle-même. Lorsqu'il y a eu la crise post-électorale en Côte d'Ivoire en 2011 et que M. Laurent Gbagbo a été délogé du pouvoir et M. Alassane Ouattara installé au pouvoir, ceux qu'on appelle les pro-Gbagbo se sont retrouvés dans des pays voisins. Et entre ces pays et la Côte d'Ivoire, il y a les mêmes textes que ces chroniqueurs ou ces mercenaires-là récitent aujourd'hui. Mais ça n'a pas empêché que Blaise Goudé Charles ait été extradé du Ghana vers la Côte d'Ivoire, en violation justement des mêmes textes dont il parle. Ça n'a pas empêché que Lida Kwasi Moïse, alors ministre de la Défense sous Laurent Gbagbo, ait été extradé du Togo vers la Côte d'Ivoire. Et le ministre Ahmed Koulibaly, paix à son âme, en son temps avait dit qu'il y a certes des textes qui existent entre le Togo et la Côte d'Ivoire et qui permettent justement à Lida Kwasi Moïse d'être au Togo. Mais il y a aussi les mêmes textes enjoignent à celui qui est reçu au Togo d'observer le devoir de réserve. Ce que Lida Kwasi Moïse n'a pas fait, ce sont les propos de Ahmed Koulibaly. Et donc c'était normal qu'il ait été extradé en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'ils peuvent nous dire aujourd'hui que M. Damiba au Togo a observé le devoir de réserve? Pire, ce n'est pas seulement qu'il a enfreint au devoir de réserve, il a même un projet de déstabilisation contre son pays. Et vous vous dites que le Togo ne doit pas l'extrader. Je crois que le Togo est un État responsable et le Togo n'a pas de leçons à recevoir de qui que ce soit. Le dernier exemple, c'est celui du journaliste béninois, M. Komlan, qui quitte le Bénin, qui est au Togo en tant que réfugié et qui a été invité par le ministère, je crois, de la communication en Côte d'Ivoire. C'est tout un ministère qui l'a invité en Côte d'Ivoire pour un panel. Et le ministre porte-parole du gouvernement parle d'environ 47 invités lors de cette activité-là. Et il va en Côte d'Ivoire à partir du Togo. Il est arrêté en Côte d'Ivoire, extradé vers le Bénin en violation flagrante de son statut de réfugié au Togo. Quand on pose la question au ministre porte-parole du gouvernement ivoirien, il dit que lorsqu'ils l'ont arrêté, et ils n'ont pas cherché à savoir s'il était réfugié au Togo. Vous voyez comment c'est grave au sommet de l'État? C'est-à-dire qu'on peut simplement te prendre comme un poulet sans propriétaire et puis on t'envoie, on te fait du poulet braisé et on mange. Et ce n'est pas le seul exemple. On voit le cas du député malien
qui est en transit en Côte d'Ivoire pour une destination, il est arrêté à l'aéroport, gardé pendant plusieurs mois, on vient de le juger et il est condamné à 5 ans de prison ferme. Je crois qu'aujourd'hui, nous n'avons pas de leçons à recevoir de ces mange-mille qui, comme je l'ai dit, débit des insanités sur des médias, encore une fois, dont la seule ligne éditoriale, c'est la haine contre le Burkina Faso. Alors, Imhotep Bayala, avant de poursuivre, quelle est votre lecture de cette extradition-là? Est-ce qu'il était plus que temps? Oui, je pense qu'on ne pouvait pas attendre mieux que ça pour introduire l'année 2026. C'est le meilleur cadeau que Dieu et les manes de nos ancêtres nous offrent. Vous savez, à l'entame de chaque année, il faut quand même l'entamer avec beaucoup d'énergie, avec beaucoup d'espoir. Et je pense que c'est ce que la nature a voulu. Le peuple burkinabé a entamé un virage porteur de beaucoup d'espoir, porteur de lumière et de dignité, si nous n'avons pas déjà été hissés au plus haut sommet de la dignité internationale quand on se remémore cette marche historique du 30 avril et on voit comment la communauté internationale, la communauté noire dans le monde et y compris dans les pays qui sont en mauvaise langue avec les pays de l'AES, quand vous voyez la quantité de ces Français qui ont marché à Paris, de ces Anglais, de ces Suisses, de ces Américains, ces gens qui ont marché au Japon pour demander à ce qu'ils soient préservés. Le héros, le messie noir, le camarade président Ibrahim Traoré, je pense qu'on ne pouvait pas aujourd'hui ramener tout cela à quelque chose de très banal. Ce monde entier, en regardant ce virage, et quand il le met en parallèle avec les tentatives d'élimination, ce n'est plus caché, c'est assumé. Les aveux ont longuement dit sur le sujet. Ce n'est pas un coup d'État banal, mais c'est le coup d'État qui est un moyen d'atteindre d'autres finalités qui sont ceux de tuer. Et de tuer à grande échelle, de provoquer un massacre généralisé de ce qui est considéré comme un symbole d'espoir et de renaissance. Le président, camarade président Ibrahim Traoré est renvoyé à l'image de la résurrection ou de la réincarnation de Thomas Sankara et l'Afrique et le monde entier sait oh combien ce patrimoine universel mondial qu'est devenu Thomas Sankara coûte à l'humanité tout entière en tant que perte. Est-ce que nous allons permettre que la même tragédie se reproduise pour son fils spirituel politique qui aujourd'hui fait dans une diversité d'actions. La première, c'est la reconquête du territoire. La deuxième, c'est les actions de développement. Et quand vous voyez aujourd'hui des reportages qui montrent qu'après un lancement d'une autoroute, des travaux sont intensement en cours, de nuit comme de jour, vous voyez des usines s'ouvrir et vous faites le parallèle entre les chômeurs qui existaient et la quantité absorbée par ces nouvelles initiatives, est-ce que le peuple burkinabé devait aspirer à autre chose qu'à un arrêt brutal, ici et maintenant, de tous ceux qui attendent à sa stabilité, à ses espoirs? Parce que si on ne fait pas un lien entre l'espoir qui reprend forme, entre ces grands chantiers de développement en cours, entre ces sillons visionnaires qui sont élaborés, on ne peut pas suffisamment comprendre pourquoi le peuple burkinabé en veut autant à Damiba, le champion d'une déstabilisation dont il est un ouvrier dans le sérail. Le commanditaire principal n'est pas Damiba, il est un outil. Et je dirais, moi je dis que dans la chaîne des acteurs, il est le coordonnateur des ouvriers, putschistes. Et lui, il a ses gens tout au-dessus. Pour moi, c'est tout à fait une victoire d'étape, mais qui n'est pas la fin de l'histoire des projets de déstabilisation à venir. C'est certainement pour nous dire que nous avons une grande victoire, mais gardons cette victoire comme un moyen pour grandir notre vigilance, grandir notre attention et saluer notre renseignement national, toutes les forces de sécurité et de défense, mais aussi le renseignement populaire par les populations qui ont permis d'atteindre ce niveau. Je pense que ça a été quelque part un grand choc pour le peuple burkinabé le 3 janvier de constater une fois de plus que Damiba ne renonce pas à son sport favori qui est la déstabilisation. Et presque dans tous les projets, vous l'avez dit dans votre introduction,
il ne peut être identifié un acte de déstabilisation, d'attentat à la sûreté de l'État, avec un couronnement, une sorte de cerise qui consiste à tuer le chef de l'État comme acte principal, où le nom de Damiba n'est pas fidèlement cité. Et est-ce que ce qui se préparait le 3 janvier, s'il venait à être exécuté, une date historique liée à la dignité que Damiba voulait relier à l'indignité, liée à l'honneur que Damiba voulait rattacher au déshonneur, le 3 janvier, c'est le sang, la sueur de notre peuple qui a vomi les mêmes pratiques que Damiba a mises en œuvre sous son règne et qu'il veut ramener encore comme chef d'État. Ce que nous pouvons retenir, c'est que Damiba avait un rêve lui-même. Ce n'était pas uniquement le peuple burkinabé qui voulait que Damiba revienne dans son pays. Il a lui-même dit lors d'une émission avec Alain Foucault que l'un de ses plus grands rêves, c'était de revenir dans son pays. Enfin, il est revenu. Pas comme président, mais comme prisonnier. En tout cas, en attendant que les conclusions judiciaires puissent bien nous situer. Vous faites bien de l'évoquer. Maître Gitenga, Damiba est là. Est-ce que les procédures ont été respectées en matière d'extradition? Quand on sait que le droit international interdit d'extrader un exilé sur des mobiles politiques. Alors, peut-être qu'il faut commencer par là où vous avez terminé. Est-ce que c'est pour des mobiles politiques? Je pense que en matière d'extradition, en matière d'entraide judiciaire, il y a beaucoup de conventions qui existent, qui permettent justement aux États de s'entraider pour arrêter ceux à qui il est reproché des infractions, afin que ceux-ci puissent répondre de leurs actes. Et dans le cas d'espèce, je pense que la demande a été formulée dès que le juge d'instruction a été saisi par le procureur, et la demande a suivi la voie diplomatique, parce que ça passe par le ministère de la Justice, pour être au niveau de l'autorité judiciaire togolaise. Ensuite, au niveau du Togo, il y a également une procédure qui est suivie, parce qu'en réalité, la chambre d'accusation du Togo a procédé au rendement d'un arrêt, un arrêt dans lequel justement la chambre d'accusation donne son avis conformément à la demande d'extradition pour permettre aux autorités judiciaires togolaises de donner suite à la demande formulée par celle burkinabé. Et dans le cas d'espèce, avec le Togo, comme avec d'autres pays, il y a des conventions. La convention, par exemple, sur la répression des crimes internationaux organisés. Ce sont des conventions qui existent. La convention contre la corruption et la convention sur l'entraide judiciaire, ce sont des conventions qui existent et qui permettent justement de procéder à des demandes d'extradition lorsque des infractions sont reprochées à quelqu'un. Et quand je lis le communiqué du ministre pour voir quelles sont les infractions que le juge d'instruction a retenues, je n'ai pas vu d'infraction politique. C'est pourquoi je dis, s'il s'agit de mobiles politiques, je n'en sais rien. Mais pour le moment, ce que nous avons pu entendre, il faut le dire, lorsqu'un dossier est en instruction aussi, on ne peut communiquer que sur ce qui est communicable. Ce n'est que le début. Peut-être que nous sursautons beaucoup, mais nous ne savons pas encore grand-chose. Peut-être que c'est l'iceberg, la partie visible que nous voyons. On ne sait pas ce qu'il y a en dessous. Voilà. En fait, on va laisser les questions judiciaires aux spécialistes et puis parler effectivement de l'aspect juridique et de la politique juridique. Et pour ce qui est de la politique juridique, il a alludé à ça. Il disait effectivement qu'il y a des conventions. Alors, j'ai entendu ça et là, des supputations du genre le Burkina Faso n'est plus dans la CEDEAO et c'est des textes effectivement de la CEDEAO qui sont appliqués. On devrait effectivement l'envoyer dans un pays de la CEDEAO. En fait, c'est de l'incurie totale. Et je parle là, la politique judiciaire. À ce niveau, de quoi il est question? Le Burkina Faso, le Mali, le Niger et d'autres pays effectivement non membres de la CEDEAO, tels que la Mauritanie et le Tchad, font partie de ce qu'on appelle effectivement en anglais le WACA. Et le WACA, c'est quoi? C'est le West African Central Authority of Prosecutors. C'est network.
En fait, en français, c'est le réseau des procureurs de l'Afrique de l'Ouest qui relèvent, qui ont signé cet accord, pas sous l'égide de la CEDEAO, mais sous l'égide effectivement des Nations Unies, et précisément du Bureau des Nations Unies qui traite effectivement de la drogue et des crimes. Donc un niveau supérieur à la CEDEAO, et donc qui utilise les instruments tels que la Convention de la CEDEAO, mais maintenant pas dans le cas de la CEDEAO. Donc en fait, c'est dire que quand j'entends des gens dire qu'il faut remercier le Togo, je pense que c'est une injure. On ne remercie pas le Togo. On félicite le Togo pour avoir effectivement tenu au principe de droit. Parce qu'effectivement, lorsqu'on analyse, vous verrez que tous les deux pays ont tenu à respecter scrupuleusement les principes de loi au niveau politique en tout cas. Prenons un. Vous savez, et je pense que le spécialiste judiciaire ne va pas me contredire, vous avez une règle et elle est formulée effectivement, son appellation c'est en latin, que ceux qui comprennent latin souffrent un peu que j'écorche ça. Ça dit effectivement out, comme quand on dit le mois d'août, voilà, dedere, out judicare, qui veut dire quoi en français? En français, ça veut dire effectivement, vous extradiez ou vous jugez. Donc si vous voyez dans certains pays où les gens gardent, conservent, mais ne jugent pas, c'est eux qui doivent se reprocher de ne pas être effectivement dans le droit. Et quand vous entendez des gens qui disent qu'il fallait extradier effectivement en Côte d'Ivoire ou dans un autre pays, mais vous comprenez tout de suite que c'est eux qui invitent à la violation des principes juridiques internationaux. Parce que si, pour des raisons ou une autre, le Togo décidait de ne pas l'envoyer, l'extrader, ils allaient le juger. Mais puisque c'est une obligation. Maintenant, il faut qu'on ajoute aussi une chose, puisqu'on parlait effectivement des motifs, des griefs qui lui sont reprochés. Oui. En fait, pour ce qui est des griefs qui lui sont reprochés, il faut effectivement que les gens saluent une fois de plus, d'abord, l'option de la judiciarisation, mais du respect à chacune des étapes, tant au Burkina Faso qu'au Togo, de la procédure. Pourquoi je dis ça? Au niveau effectivement du Burkina Faso, le procureur a été saisi par ce qu'on appelle une dénonciation. Ok. Et la dénonciation disait quoi? Puisque c'est des choses juridiques, il faut qu'on en lise pour ne pas sauter effectivement quelque chose. Hein. La dénonciation, c'était quoi? Des actes préparatoires d'atteinte à la sûreté de l'État, du détournement de deniers publics, l'incitation à la commission d'infraction de blanchiment de capitaux. Et qu'est-ce que le procureur a fait? Il a demandé effectivement au juge d'instruction, écoute, tu considères ça, et moi je souhaite effectivement deux choses plus un point. Les deux choses c'est quoi? Ouvre une information judiciaire. La deuxième chose c'est quoi? Je veux être sûr que tu fais effectivement une demande d'extradition. Et troisièmement, il lui indique qu'il y a effectivement des procédures internationales à quoi il faut s'adosser. Il faut adosser effectivement ces démarches. Et c'est ce de quoi effectivement on vient de parler tout de suite. Et puis, le juge d'instruction à son tour, qu'est-ce qu'il fait? Il fait quoi? Il ouvre effectivement l'information judiciaire. Et quand il ouvre l'information judiciaire, c'est par rapport à quel reproche? Il dit maintenant, ok, il y a des détournements criminels, parce que lui, il est habilité maintenant à caractériser. Il dit effectivement qu'il y a des détournements criminels de deniers publics, l'enrichissement illicite criminel et corruption, et puis l'incitation à la commission de délits et crimes, le recel aggravé, le blanchiment de capitaux, et puis un complot de déstabilisation incluant un projet d'assassinat contre le capitaine Ibrahim Traoré. Et maintenant, tout ceci va au Togo. Le Togo, comme l'a expliqué effectivement l'avocat, examine en suivant effectivement toutes les procédures légales et exclut. Justement, exclut. Le Togo s'est contenté des crimes du droit commun, tout, me semble. Ils ont considéré l'ensemble, oui, sauf effectivement le complot de déstabilisation incluant l'assassinat du chef avec le droit de l'État. International. Quoique, si vous allez effectivement sur les accords
dont je vous parle, ce qui est simplement exclu, c'est des choses comme par exemple la discrimination, si c'est sur des bases raciales, religieuses, etc. Et voilà. Et puis si c'est politique, ou alors si c'est militaire, etc. Mais l'assassinat du chef de l'État est dedans. Mais comme ici, il s'agit effectivement d'une tentative, peut-être que c'est pour cela. Donc, ça veut dire qu'ils ont confirmé cela. Mais il faut préciser aussi une chose. Et là encore, il y a une règle qu'on appelle effectivement la règle de spécialité. Et que dit la règle de spécialité? La règle de spécialité dit, parce que les gens se posent la question de savoir, oui, quand il va venir, est-ce qu'effectivement, si on trouve d'autres motifs à ajouter au cours de l'instruction, est-ce qu'on ne peut pas l'ajouter? C'est délicat, mais c'est faisable, si on s'appuie effectivement sur la règle de la spécialité. Non, je précise la règle de la spécialité. Okay, d'accord, ok. La règle de la spécialité dit qu'on doit s'en tenir, en poursuivant, aux motifs qui ont été approuvés lors effectivement de l'extradition. Mais, comme il y a toujours une exception, le pays peut faire une requête encore au Togo. Okay. Et si le Togo approuve, on l'ajoute. Voilà ce que je voulais préciser. Ok, alors Imhotep, est-ce qu'on peut dire que Damiba était devenu un peu encombrant pour son pays hôte au regard de ses agissements, et il semblerait que le Togo l'a même interpellé? Oui, en tout cas, j'avoue qu'avoir un hôte ou un visiteur aussi turbulent que Damiba n'est souhaitable dans aucune famille et par aucune famille. Nous tous, nous sommes passés sur des tuteurs pour grandir. Des gens passent aujourd'hui dans des familles, c'est de coutume de recevoir un visiteur. Et le visiteur, dans l'imaginaire collectif africain socio-culturel, le visiteur ou l'étranger est toujours associé à un messager de Dieu. Sauf que Damiba semble être envoyé par l'autre camp. Et quand on regarde surtout, c'est quand même malaisant pour le Togo de se rendre compte qu'à chaque tentative de coup d'État ou bien à chaque tentative de fait de corruption ou de distribution de l'argent comme une gâchette automatique, un guichet automatique, on se rend compte qu'il y a un hôte que nous avons sur notre territoire qui est toujours associé à tous les faux coups, à toutes les fausses tentatives, à tout ce qui ne s'allie pas aux bonnes normes. Malheureusement, ce hôte-là est toujours cité à l'adresse. Je pense que quelque part, le Togo a été amené, je pense que c'est la tentative des Kinda, où il y a eu même malheureusement cette tragédie à Barsalogo, qui a coûté la vie à plus de 300 personnes qui ont payé cash. Parce que, une fois de plus, à cette étape, Damiba était encore cité en intelligence avec les Kinda, qui sont allés au niveau supérieur d'une simple volonté de règlement politique pour s'allier des forces terroristes. Mais c'est inimaginable. Ça, c'est le sommet des abominations les plus inimaginables. Le Togo, qui est en train de souffrir des incursions terroristes, se rend compte que nous avons un hôte sur notre territoire qui est capable d'intelligence à des fins politiques pour atteindre ses objectifs. Je pense que quelque part, à cette étape déjà, il y avait déjà quelque chose de costaud. Et je pense que c'est à la veille ou au lendemain de cela que les autorités togolaises inconfortables ont été obligées de sensibiliser leurs étrangers en lui disant qu'on ne te dénie pas le droit d'un certain nombre de libertés, mais la liberté de créer et d'organiser des crimes, de planifier des œuvres d'atteinte à la sûreté d'État d'autres pays, de se lier à des groupes terroristes, vraiment, on ne peut pas t'assurer cela. D'ailleurs, le droit d'exil ne commande pas ce type d'activité. Et je pense que c'est pour cela que les prescriptions en la matière ont fait en sorte que, je ne dirais pas, les opinions politiques de l'exilé soient totalement prohibées. Mais malheureusement, Damiba ne s'arrête pas à ça. Il a répété, il a récidivé. Et je pense que quelque part aussi, le Togo avait besoin de cette assurance, de ce confort de la part des autorités burkinabées pour qu'ils soient totalement à l'aise, aussi bien sur le plan judiciaire que sur le plan éthique et moral, parce que ce n'est pas toujours aisé pour quelqu'un qui a couru venir au secours, trouver gîte et couvert chez vous, le remettre
peu importe le prétexte, de médiateur. Jouer dans la sous-région. Évidemment, on sait le rôle clé que Faure a joué pour sauver les mercenaires, les 49 soldats ivoiriens. On sait également le rôle qu'il a joué dans bien d'autres crises pour faciliter des rapprochements politiques. Et y compris à l'intérieur même de la crise ivoirienne, Laurent Gbagbo et le camp Alassane Dramane Ouattara, j'avoue que le Togo, s'il a pris autant de temps avant d'entériner les griefs des renseignements ou de la justice burkinabé, c'était sûrement pour se dire que Damiba est raisonnable. Mais c'était oublier les intérêts incestueux, égoïstes, auxquels était allié Damiba, qui sont des intérêts au-dessus de la raison, qui ne pouvaient plus aider Damiba à être de l'ordre du raisonnable. C'est des intérêts qui le mettaient même au-dessus des intérêts nationaux. À partir de ce temps, Damiba est sourd. Il ne peut plus rien capter. Mais enfin, je pense que c'est un dicton populaire qui dit que le bon sens est la chose la mieux partagée au monde. Mais il faut avouer que Damiba n'a pas été conforme à ce principe. Mais enfin, est-ce que finalement, il fallait que le Togo, au nom des premiers faits qui ont été présentés par la partie burkinabé, trahisse son propre serment de mettre en sécurité quelqu'un qui a fui et sous des conditions de texte, et ensuite avec le parapluie de médiateur? Je pense que le Togo a fait énormément d'efforts pour raisonner le sieur Damiba, mais qui était, comme je le disais tantôt, déjà au-dessus de tout ce qui est raisonnable. Le 3 janvier a été un moyen stratégique et pédagogique pour la partie burkinabé de compiler davantage de faits, d'avoir une densité et surtout d'avoir des aveux. Je pense que le fait que les médias, et y compris la RTB en exclusivité, ont diffusé ces aveux, je pense que quelque part c'était aussi pour mettre à l'aise l'État togolais, parce que là, ça ne faisait plus secret de polichinelle, ce n'était plus des secrets d'État qui se partageaient entre États. L'opinion publique togolaise est prise à témoin, et donc cette opinion ne viendrait pas à accuser son État d'avoir trahi un serment. Parce que cette opinion a aussi été témoin des aveux. Donc toutes les entités, de l'État central jusqu'aux populations, tout le monde a été mis à l'aise. Et je pense que le Togo n'a fait qu'exécuter, comme le disait le spécialiste en droit, sous le couvert de tous les chapitres en matière d'extradition. Je pense que tout cela a été respecté. Le Burkina Faso, contrairement à la propagande impérialiste occidentale, qui dit qu'on n'est pas un État de droit, vient de faire un contre-pied parfait à cette propagande mensongère pour dire que nous sommes plus que jamais des alliés du droit, et c'est pourquoi ce dossier a été judiciarisé. Nous avons pris notre mal en patience et nous avons attendu jusqu'au 3 janvier, jusqu'au 12 janvier, avant de demander à la partie togolaise de statuer. La partie togolaise a, le 16, reçu régulièrement le sieur Damiba pour constater les faits, et a fini par reconnaître le caractère constant des faits reprochés à Damiba. Et c'est sur la base de ça que le processus se poursuit. Donc le processus de la judiciarisation des questions de droits de l'homme, je pense que ce reproche, on peut le faire à la France, on peut le faire à Donald Trump, le Yankee international qui menace d'agresser tout le monde entier, mais on ne peut plus le faire au pays du Sahel. Alors, docteur, est-ce que politiquement, toujours, on ne peut pas voir cette extradition comme la matérialisation pour le Togo de s'assumer, d'assumer son rapprochement des pays de l'AES et notamment du Burkina Faso? Oui, ça peut être lu dans ce sens-là, à savoir que le Togo, je crois que je l'avais dit à demi-mot, le Togo s'assume pleinement. Et le Togo veut, à travers cet acte-là, et surtout, comme disait tout à l'heure Bayala, surtout pour les preuves qui ont été mises certainement à la disposition de l'État togolais, le Togo ne voulait pas se rendre complice, ne voulait pas servir de base arrière pour déstabiliser un pays comme le Burkina Faso, qui est un pays frère et un pays avec lequel nous avons ils ont de très bonnes relations. Donc effectivement, en le faisant, ça conforte la position selon laquelle le Togo est un
est un grand pays, est un allié sûr dans la lutte contre le terrorisme, mais aussi dans le projet assez vaste de l'AES, à savoir asseoir une souveraineté totale. Je vais aussi dire que tout à l'heure, Bayala le disait, il y a cette propagande impérialiste relayée par des médias, j'allais dire médias mensonges, comme le dit le capitaine Ibrahim Traoré, qui tend à présenter le Burkina Faso comme un pays où il n'y a d'exception, un pays où il n'y a pas de liberté d'expression, où il n'y a pas de droit. Faisons un bond dans l'histoire. Le 19 septembre 1989, on a accusé Jean-Baptiste Boukari Lengani et Henri Zongo de tentatives de coup d'État. Les deux que je viens de citer faisaient partie de la galaxie, les 4 chefs de la révolution d'août 83. Thomas Sankara, Blaise Compaoré, Boukari Lengani, Henri Zongo. Blaise Compaoré a fait assassiner Thomas Sankara le 15 octobre 1987. 2 ans plus tard, en 1989, 19 septembre, on accuse le commandant Boukari Lengani et Henri Zongo de tentatives de coup d'État. En une seule nuit, dans la nuit du 18 au 19 septembre, ils ont été accusés en une nuit, ils ont été jugés en une nuit, ils ont été passés aux armes. Pour ceux de Garango qui ne comprennent pas français, passer aux armes, ça veut dire qu'on les a fusillés. Donc le peuple burkinabé a appris au matin du 19 que dans la nuit, il y a les deux qui ont voulu faire un coup d'État. On les a arrêtés, on les a jugés, ils ont avoué et on les a tués. C'est ce qui s'est passé au Burkina Faso ici. Si nous n'étions pas un État de droit, si le capitaine Ibrahim Traoré était celui-là que les médias et aussi les enfants égarés du Burkina qui s'excitent, qui s'égosillent à l'extérieur, non, n'envoyez pas Damiba, on va le passer aux armes, ainsi de suite. Si nous étions dans cette dynamique-là, il y a longtemps que Damiba aurait été passé aux armes puisqu'il est là depuis le 17. Il y a longtemps que ceux qui ont témoigné là auraient été passés aux armes. Ils ont témoigné, ils ont avoué. Et vous voyez comment récemment, c'est sur votre média qu'on l'a suivi. Ce Lagui Sakande, n'est-ce pas, qui est allé pour une mission de reconnaissance d'une résidence, d'une supposée résidence du capitaine Ibrahim Traoré, et qui fait des vidéos pour envoyer certainement à des terroristes. On est au Burkina Faso. Si le capitaine Ibrahim Traoré était, entre guillemets, ce monstre, comme on le prétend, par les impérialistes et leurs suppôts, il y a longtemps que toutes ces personnes-là auraient été passées aux armes. Donc c'est pour dire que nous sommes un État de droit. Et je suis aussi d'accord avec Damiba, je touche du bois avec Bayala. Damiba n'est pas le cerveau. Non. Parce que tous les témoignages qu'on a suivis là tendent effectivement à faire croire que c'est Damiba le cerveau et donc il ne faut pas aller au-delà de Damiba. Non, ce n'est pas vrai. Bayala l'a dit, Damiba lui-même n'est qu'un ouvrier. Un pauvre ouvrier qui lui-même ne sait en réalité pas dans quoi il est. C'est comme les sectes là. Tu es dans une secte, tu penses que tu es le gourou, mais il y a un gourou au-dessus de toi. Donc il faut qu'on creuse davantage. Et comme quelqu'un disait dans la semaine, lui il ne comprend même pas pourquoi on envoie Damiba. Dans tous les cas, les gens ont déjà tout dit. Ils n'ont pas tout dit. Et Damiba a beaucoup à dire. Il faut le cuisiner, il faut le remuer. Et Damiba certainement n'est pas guinguéré. S'il est remué, il va parler et il va nous dire toutes les connexions qu'il avait avec les forces du mal, aussi bien des États constitués à côté de nous, que très loin de nous, qui voulaient forcément mettre un terme à notre révolution. Et Damiba a quel projet pour le Burkina Faso? Quelqu'un qui dit qu'il ne peut pas vivre sans le pouvoir. Est-ce un projet de société comme ça? Et vous trouvez des débiles qui suivent ce monsieur-là? Quelqu'un m'a dit dans la semaine, je suis allé dans un secrétariat public, quelqu'un serait venu là-bas et a dit, non, le capitaine, il faut qu'il parte. C'est vrai, il travaille, mais il n'est pas venu par élection, donc ça dure trop. Voyez-vous, madame,
Ça, c'est terrible. Pour des Burkinabés qui pensent comme ça, est-ce qu'il faut forcément venir au pouvoir par des élections truquées pour véritablement penser à son peuple? Ce que le capitaine Ibrahim Traoré a fait en 3 ans, est-ce qu'on n'a pas eu au Burkina des régimes arrivés au pouvoir par des élections qui ne l'ont pas fait à l'issue de 2 mandats? Ça existe. Donc aujourd'hui, regardons plutôt ce qui est mis en œuvre par l'État burkinabé, par le gouvernement burkinabé, et accompagnons ces autorités-là. Parce que quoi qu'on dise, ce qui est fait aujourd'hui, c'est à l'honneur des Burkinabés. Il fut un temps où il ne faisait même pas bonne image de dire qu'on est Burkinabé, quand les Burkinabés étaient devenus la risée du monde. Mais aujourd'hui, l'un des avantages, l'une des dividendes de l'arrivée du capitaine Ibrahim Traoré au pouvoir même, c'est cette dignité qu'on a, cette fierté plutôt qu'on a de dire qu'on est burkinabé. Et vous ne vous rendez pas compte, vous êtes journaliste, vous voyagez. Quand vous allez à un aéroport international et que quelqu'un vous accoste, quand vous êtes burkinabé, il dit oui, s'il vous plaît, protégez votre président. Est-ce qu'on peut être véritablement burkinabé, avoir son cordon ombilical enterré au Burkina Faso et vouloir attenter un coup d'État contre ce monsieur-là? Alors, voilà. Nous allons progresser. Alors, Maître Gitenga, le Togo s'est tout de même entouré de garanties, notamment le droit à la vie et un procès équitable pour Damiba. Quelle lecture on doit faire de ces garanties-là? Quelle implication? Ce qu'il faut dire, au Burkina, il y a un code de procédure pénale. C'est en application des dispositions de ce code de procédure pénale que le juge d'instruction a formulé la demande. Au Burkina, il y a aussi un code pénal qui prévoit les infractions et les sanctions qui vont avec. Et au Burkina, il y a aussi des juges. On est tous d'accord que c'est un magistrat qui a formulé la demande d'extradition de M. Damiba. Et ce n'est pas une première fois qu'une demande d'extradition est formulée au Burkina. Il y en a eu pour toujours et il y en aura toujours. Ce qu'il faut dire, c'est que la commission d'une infraction, quel que soit le domaine, la nature, peut donner lieu à une demande d'extradition, pourvu que les conventions qui encadrent cette demande ne soient pas violées. Donc, dans le cas d'espèce, je peux dire qu'au Togo, il y a un code de procédure pénale. Au Togo, il y a une autorité judiciaire. Au Togo, il y a la chambre d'accusation qui a rendu son arrêt pour donner un avis aux autorités judiciaires togolaises qui ont donné suite à une demande formulée par les autorités judiciaires burkinabées. Je crois que si on ne voulait pas faire de l'application du droit, est-ce qu'il était nécessaire de formuler des demandes sur le fondement des dispositions du Code de procédure pénale? Bon, là est la question. Donc pour moi, à l'instant où la demande est fondée sur les dispositions nationales des deux pays et sur les conventions internationales qui lient les deux pays, je pense que nous sommes toujours dans le droit. Fait de détournement criminel, de deniers publics, d'enrichissement illicite criminel, de corruption, d'incitation à la commission de délits et crimes, de recel aggravé, de blanchiment de capitaux. Ce sont là, entre autres, les faits reprochés à Damiba. Alors, Maître, je reste avec vous. Est-ce que ces griefs-là peuvent évoluer en fonction de l'évolution du dossier judiciaire? Dans comme l'a une dit procédure, tantôt, Monsieur Nadembega. Dans une procédure, on aime dire que le juge est saisi des faits et non du droit. C'est pourquoi je dis un dossier en instruction, dire tout de suite à partir de ce que l'on a entendu comme communiqué que voilà ce qu'on lui reproche. Peut-être que la découverte va être encore plus importante. C'est pour ça que je pense qu'il faut donner le temps au juge d'instruction de faire son travail. Il y a le temps de l'instruction. Et quand le moment sera venu certainement de communiquer dans les détails, peut-être que nous serons plus édifiés. Alors, docteur, est-ce que vous trouvez que les garanties demandées par le Togo sont fondées et légitimes avant l'extradition? Oui, mais je me disais tout à l'heure, il y a toujours des textes sur lesquels on s'appuie. Et donc, le Togo également, au regard de son arsenal juridique, voilà, ne
voulait pas certainement extrader Damiba comme ça, quitte à ce qu'après on dise que le Togo n'a pas respecté ses propres textes. Donc, sur ce point, comme il a dit, la chambre d'accusation, n'est-ce pas, de l'État togolais a statué et a estimé que les faits, en tout cas présentés par les autorités judiciaires burkinabè, valaient la peine, étaient suffisamment assez fournis pour que Damiba soit extradé au Burkina Faso. Mais ils ont aussi relevé le fait que l'État burkinabè a mis en avant le fait que on ne mettra pas, enfin, la peine de mort ne sera pas appliquée. Je pense que ça fait partie du communiqué communiqué du gouvernement togolais, lu à la télévision nationale togolaise qu'on a suivi. Oui, Damiba est là, donc ça évolue. Ça évolue. Mais Maître disait tout à l'heure, il y a le temps de l'instruction. Si dans ce temps de l'instruction-là, on a des faits nouveaux qui apparaissent, qui n'étaient pas peut-être connus au moment où Damiba était extradé, et quand même qui nécessitent que la position de l'État burkinabè même évolue également, mais la position peut évoluer. Et puis, il ne faudrait pas aussi que ça, l'État burkinabè peut-être a dit, oui, ça ne sera pas, mais c'est que le juge peut la décision du juge. Oui. Parce que ce n'est pas l'État burkinabè qui va dire au juge non, on ne veut pas que la peine de mort soit appliquée à l'endroit de M. Damiba. Si le juge l'estime, le juge peut le prononcer, cette sentence-là, quitte à ce que l'État burkinabè dise autre chose après, comme pour commuer cela en une peine. C'est vraiment des hypothèses. Hein. Damiba n'est pas encore jugé, donc on émet là des hypothèses. Okay. Et donc tout évolue, c'est en fonction du contexte et on va laisser le temps à la justice de faire son travail. En attendant, quelles leçons on peut tirer d'abord pour les exilés de cette extradition? Je m'adresse à vous, M. Nadembega. D'abord, avant de venir effectivement aux leçons que l'on peut tirer, il faut se dire qu'on a choisi la judiciarisation. Et lorsqu'on parle effectivement des garanties exigées par le Togo n'exige pas de garanties. C'est comme je dis, il ne faut pas remercier ce mot-là, demander exiger des garanties de la part du Togo, ça me gêne. Parce que le Togo et le Burkina Faso ont respecté simplement ensemble une convention, des conventions et des règles de droit qui existent. Maintenant, c'est à chaque pays de voir et respecter en fonction de son armature judiciaire, et on peut laisser ça effectivement aux spécialistes effectivement du droit pour le faire. Maintenant, il y a quand même deux choses que l'on peut dire. Il y a un principe qui est généralement admis qui veut effectivement que la loi ne soit pas rétroactive. Et au moment effectivement où c'était examiné, on a examiné et nous n'avons pas approuvé la peine de... notre pays n'avait pas effectivement la peine capitale dans son dispositif. Ça veut dire effectivement que là, il y a effectivement à dire que ce n'est pas une exigence que le Togo fait, c'est un dispositif simplement que le Burkina va être dans une certaine mesure amené à respecter. Et c'est le respect de tous ces principes qui vont effectivement donner les leçons au monde et à nous-mêmes que nous allons tirer. Et l'une des premières leçons, c'est que le Burkina ayant judiciarisé la chose, ça fait que ça dissuade fondamentalement la commission de tels actes par la voie effectivement la plus, juridique. N'est-ce pas? Parce qu'aujourd'hui, où que tu sois, tu sais effectivement qu'on peut aller te chercher et qu'il y a le dispositif qui permet juridique qui permet effectivement d'aller te chercher. Et puis, il y a un autre paramètre dedans. Il y a des crimes économiques qui sont évoqués. Et en jugeant les crimes économiques, nous pouvons avoir la chance, j'anticipe rien, nous pouvons avoir la chance que des réseaux de circulation effectivement de l'argent sale apparaissent. Et à partir de ce moment, nous pouvons, on va laisser encore les juges une fois de plus dire là, mais on peut avoir la chance effectivement que ceci soit frappé et ça va contribuer à nous faire avancer beaucoup dans la lutte contre le terrorisme. Parce que ce que nous souhaitons aujourd'hui,
c'est effectivement avancer dans la lutte contre le terrorisme et avoir rapidement effectivement la paix et recouvrer effectivement l'entièreté de notre territoire. L'autre effectivement leçon que l'on tire, c'est la fin de l'impunité. C'est-à-dire, il y a des gens qui pensaient effectivement qu'il suffit d'aller au Togo, il suffit d'aller effectivement en Côte d'Ivoire, il suffit d'aller effectivement quelque part. Si aujourd'hui, il y a des autorités de certains États qui, pour des raisons autres que du droit, font effectivement du pied à... Ils marquent effectivement le pas pour protéger certains et certaines. Lorsqu'effectivement ça va changer parce que le temps est le seul maître effectivement des choses, les gens qui viendront après pourront effectivement coopérer pour dire effectivement exactement le droit. Et ces gens-là seront... Donc c'est mieux effectivement. Donc ça va jouer effectivement contre l'impunité. Et puis, il y a l'efficacité de la coopération judiciaire entre les États, même non membres effectivement de la CEDEAO. Les gens peuvent s'asseoir et puis se dire oui, nous allons aller dans un pays qui n'est pas effectivement qui est de la CEDEAO, et à partir du moment où on va dans un pays qui est de la CEDEAO, on est protégé. Non, aujourd'hui, ils vont comprendre que ça, ce n'est pas effectivement une protection. Et pour finir, je pense que ça peut créer effectivement plus de cohésion, plus d'entente, plus de remise en cause de la partie non arbitrairement et systématiquement contre le système. Parce qu'aujourd'hui, il y en a qui sont contre la RPP parce qu'ils ont des doutes, parce qu'ils se disent effectivement, oui, le droit n'est pas respecté. Aujourd'hui, cet argument est battu en brèche. Et aujourd'hui, ce qu'ils entendent et ce que les jugements que je souhaite publiciser vont nous donner effectivement d'entendre, permettra de ramener une bonne partie de ces gens-là avec la RPP. Et je pense que c'est ça c'est l'ensemble de ces leçons-là qui vont aider ce pays-là, aux citoyens, de mieux s'entendre, de mieux se comprendre, de comprendre qu'en fait, quand on dit Damiba, ce n'est pas juste des mots. C'est effectivement, comme l'a dit le docteur Nebié tout de suite, quelqu'un qui n'avait aucun plan pour ce pays. Quelqu'un qui n'attaquait pas seulement le président, quelqu'un qui n'attaquait pas seulement le MPSR, mais écoutez effectivement ce qui a été dit en attendant. Moi, ce que je ne peux pas vivre sans le pouvoir. Non, est-ce que ça, c'est... Je ne peux pas vivre sans le pouvoir. Ça, c'est un. Secondo, c'est tirer et puis foutre le camp. Et puis, il y a effectivement des gens qui vont descendre, des mercenaires qui vont descendre. Et puis, et c'est en train d'apparaître, je suppose que ce n'est pas encore vrai, mais je suis pressé d'écouter le jugement pouvoir. Il dit que le matériel qui est acheté, militaire que nous avons, est un matériel qui est au-dessus de nos capacités et du niveau de Burkina Faso. Dès que il va prendre le pouvoir, il faut effectivement le vendre au pays voisin, à un des pays voisins, et puis prendre une partie pour rémunérer effectivement les bandits terroristes qui auront accompagné. Et ça, c'est un plan pour le pays, ça. Alors, Maître Gitenga, sur le plan du droit, quelles leçons tirer de cette extradition? Alors, avant la leçon, peut-être que si vous permettez, je vais donner certains détails pour ce qui concerne justement les conventions. Vous voyez, on a la Convention des Nations Unies sur ce que l'on appelle la lutte contre la criminalité transnationale organisée. Son article 16 traite de l'extradition. Son article 18 traite de l'entraide judiciaire, qui dit que l'entraide judiciaire doit être le plus large possible pour permettre la coopération des États afin que les poursuites, les jugements puissent être effectifs lorsqu'il y a des infractions qui sont commises. Vous avez aussi la Convention des Nations Unies contre la corruption, entrée en vigueur en 2005, dont l'article 46 également traite de l'entraide judiciaire et de l'extradition. C'est pour dire que les dispositions juridiques appliquées sont là et qui veut vérifier peut aller. Ce sont des conventions téléchargeables sur le net. Vous pouvez tous vérifier pour voir qu'est-ce qui est dit dedans et qu'est-ce qu'on en fait. Je crois que si le juge en a fait usage, c'est à bonne loi. Et à côté de ça, il y a maintenant les lois nationales, comme le Code de procédure pénale burkinabé, qui a traité de la question de long en large.
et le code de procédure pénale togolais qui en a également traité. Vous savez, les textes sont pratiquement les mêmes, hein, sauf qu'il s'agit de loi nationale. Mais si vous prenez le contenu, il ne diffère pas pour grand-chose. Alors, quelles leçons tirer? En réalité, la commission d'une infraction, il n'y a pas de petite infraction dont la commission mérite d'être encouragée. Une infraction est une infraction. Une infraction est une violation de la loi. Et si la loi est la volonté du peuple, cette volonté doit s'imposer à tous. Si vous violez la loi, que la sanction de la loi s'applique à vous. C'est comme ça, ça se passe. Il n'y a pas à dire que votre statut vous met au-dessus de la loi. Il n'y a pas à dire que cette infraction ne mérite pas de répression. Chaque fois que l'infraction est prévue par la loi, chaque fois que cette infraction est commise, il faut veiller tout simplement à ce que la loi soit appliquée. C'est tout ce que je peux dire. Parce qu'en réalité, la prison, c'est comme l'hôpital, hein, comme les cimetières. C'est comme ça. Si vous avez enfreint à la loi, ne soyez pas surpris d'être à la prison. Voilà. Docteur, il faut rappeler que l'extradition et peut-être le jugement de Damiba ne veut pas dire la fin des complots au Burkina Faso. Vous l'avez effleuré entre-temps dans votre propos. Absolument. Je suis tout à fait d'accord. Vous savez, moi je suis de ceux-là convaincus que on ne pourra pas entrer dans... Enfin, on ne pourra pas véritablement empêcher à certains d'en vouloir au capitaine Ibrahim Traoré. Pour une simple raison. Quand le capitaine Ibrahim Traoré est arrivé au pouvoir, s'il avait décidé de marcher dans les plates-bandes du système qui existe, il n'aurait pas eu de problème. D'ailleurs, lui-même l'a dit, quand il est arrivé au pouvoir, il y a des... le terme c'est quoi? Il y a des demandes qui lui ont été faites pour dire si tu acceptes de faire ci, faire ça, mais on te laisse maintenant, comme on le dit, diriger comme tu veux. Il n'a pas voulu accepter. Donc quand on ne veut pas être dans leur système, il faut attendre à ce qu'à tout moment, ils trouvent malheureusement, l'impérialisme, je vais dire, trouve malheureusement des gens à l'interne qui vont toujours se comporter en paria et qui vont vouloir agir contre leur pays. Mais il appartient aussi, non seulement au gouvernement, mais aussi à la population, de rester en veille, d'observer cette vigilance accrue. Fidel Castro de Cuba, pour son temps de règne, a fait l'objet de plus de 630 tentatives de coup d'État de la part de la CIA. Donc ça veut dire que quand vous déjouez un autre coup d'État, l'impérialisme étant un mauvais élève, c'est Thomas Sankara qui l'a dit, il va aller à la maison, changer de tenue et revenir autrement. Donc qu'on reste en éveil et surtout qu'on ne croit pas que les tentatives sont déjà derrière nous et qu'on donne sur nos lauriers. Restons en veille permanente. Autre aspect, pour répondre quand même, si la question m'a pas été posée, les leçons à tirer, oui. À tirer. Mais les leçons à tirer, ici surtout, pour ceux qui sont à l'extérieur, qui pensent être très bien cachés dans certains pays, au point qu'ils pensent qu'ils peuvent tout tenter contre leur pays, qu'ils sachent que tôt ou tard, ils peuvent faire face, et ils vont même faire face à la justice de leur pays. Nous sommes dans une savane. Nous sommes dans une savane. Comme le capitaine l'a dit, les relations entre les États sont au-dessus des relations entre un individu et un État. Si vous pensez que vous êtes dans un État qui s'en fout du droit, qui s'en fout de la coopération, qui s'en fout de la stabilité de ces pays voisins et qui peut vous héberger et que vous faites tout comme vous voulez, tôt ou tard, ce même État-là va vous livrer parce que lorsqu'on aura fini de vous exploiter, de vous sucer, on va vous jeter et en ce moment,
votre justice va vous récupérer et le peuple burkinabé va vous rendre, vous allez rendre compte au peuple burkinabé. Imhotep, votre dernière lecture ou réaction, leçon à tirer de cette extradition? Oui, déjà, c'est de se rendre compte que les lois en vigueur au Togo sont bien connues par les autorités burkinabées qui ont fait leur requête pour qu'elles prennent en compte ces exigences. Et je pense que c'est en vue de cela que la requête du Burkina Faso a été acceptée par la partie togolaise. Je pense que la question de la peine de mort, c'est en cours, ce n'est pas encore acté. Donc à l'étape actuelle de la législation en vigueur au Burkina Faso, le Togo est en devoir d'extrader Damiba parce qu'il n'y a pas la peine de mort. Ce sont des intentions qui sont en cours d'évolution. Mais c'est aussi et surtout refuser cette escroquerie ou cette sous-traitance d'un délinquant perçu comme tel, avec une forme d'accommodation de loi Miss Monde qu'on veut mettre à sa trousse pour l'empêcher de payer face à ses fautes. Vous savez, le Burkina Faso a allé jusqu'à violer sa propre constitution pour s'accommoder à un délinquant international de la trempe de François Compaoré, aujourd'hui sous gîte et couvert à Paris. Quelle clause en matière pénale nous n'avons pas extrait? Les textes judiciaires burkinabés ont été vendangés pour s'accommoder les besoins d'un délinquant reconnu comme tel à Paris. Et on allait jusqu'à offrir notre constitution à Paris en la modifiant afin que Paris puisse nous extrader François Compaoré. A-t-il été extradé? Ça montre un autre niveau d'analyse des possibilités d'extradition qui peuvent être fondées par les lois réciproques ou par les lois internationales, mais aussi la bonne coopération politique, la bonne entente. La communion de vision politique est un soubassement qui accélère et qui facilite. Ne pouvons pas négliger la dimension de la convergence politique entre Fort et les autorités de l'AES et entre les autorités de l'AES et Fort. Les mêmes revendications ont été faites par le Burkina Faso, si je ne me trompe pas, contre les enfants gâtés de la République en circulation à Abidjan, certains activistes, mais l'État ivoirien ne les a pas extradés jusqu'à aujourd'hui. On a le numéro 2, l'ex-numéro 2 de l'ANR qui se retrouve à Abidjan avec une cohorte d'apatrides de grade exceptionnel, mais contre lesquels l'État burkinabé a régulièrement commis des actes d'amener, mais qui ne sont pas amenés jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi ils ne sont pas amenés? Mais parce que celui qui chapeaute politiquement l'État ivoirien est en discorde de vision politique. Nous, on est pour la souveraineté, lui, il est pour la vassalisation coloniale de la France. Donc, c'est aussi un élément qui mérite vraiment d'être relevé. Il faut le dire, aujourd'hui, Damiba, qui tombe, c'est un double cerveau. Un cerveau au niveau militaire et au niveau opérationnel, parce qu'il a quand même dirigé des régions militaires stratégiques aujourd'hui où les terroristes ont érigé gîte et couvert. Mais c'est aussi un officier, même si c'est un piètre officier, à regarder comment il a conçu son plan de déstabilisation en recrutant des femmes désœuvrées qui doivent aller lever une des mains à la gare TSR, montre que c'est un amateur qui déshonore même l'intelligence qui doit habiter un officier de sa trempe. Mais c'est aussi et surtout dire que c'est un cerveau sur lequel le terrorisme international, les mercenaires s'appuyaient. Parce qu'à la fois sur l'état-major politique, il intervenait, sur l'état-major militaire, il intervenait. Et aujourd'hui, prendre Damiba, qui est l'ouvrier principal entre les mains de l'impérialisme occidental de ces Djibril Bassolé qui errent à travers les sectes et qui attendent faire de lui un agent qui puisse leur ramener l'État burkinabé, c'est le réseau de financement qui est désarticulé. Mais c'est aussi tout le réseau de planification de tous les complots politiques qui a été foudroyé dans son âme. Donc, les forces ennemies vont connaître une sorte d'accalmie liée au choc et aux coups qu'ils ont reçus. Je dis une force d'accalmie, ce qui ne veut pas dire un arrêt. Mais il faut que les agents du renseignement, de la sécurité intérieure, ne se précipitent pas sur le deuxième volet, ou je ne sais pas, le troisième volet, qui est celui de l'audition, de l'instruction. Donner tout le temps nécessaire d'instruction
pour faire parler Damiba, son téléphone et tous les appareillages existants. Damiba est une boîte noire sacrée entre les mains de l'État burkinabé. Il ne faut pas se précipiter, nous avons tout le temps. S'il nous faut 6 mois pour constituer les infractions, constituer la réqualification, parce que le juge d'instruction peut, sur la base des aveux que fait le mis en cause, réapprécier les crimes qui sont commis. Donc, nous n'avons pas de panique. L'essentiel, c'est que le colis soit sur le territoire burkinabé. Il faut prendre le temps d'examiner en profondeur le colis et surtout de faire une sorte de renseignement anticipé pour voir quels étaient les acteurs qu'on ne voit pas tout de suite, mais qui participent du réseau parce qu'il est très profond. Il a maillé les acteurs, les opérateurs économiques, qui auraient cru. Il a maillé des ménagères, qui auraient cru. Qui peut exclure que des mendiants ne sont pas maillés, que les fous ne sont pas également recrutés et mis à la merci de ce processus? Et qui peut dénier que des agents de l'administration, des étudiants, des plombiers ne sont pas également des acteurs souterrains qui attendent le deuxième niveau? Donc il faut donner tout le temps de l'instruction, parce que ce qui nous menace est plus grave que les chantiers aujourd'hui mis en œuvre. Et je pense que pour les apatrides, certains devenus des chroniqueurs de la DGSE sur les radios internationales, qui ont géré des institutions comme la CENI dans ce pays, peuvent commencer à constater que le Boribana, qui est un film dont ils ont participé à la réalisation, est un film interpellateur pour leur dire: il faut revenir à la maison. Nous sommes pris par le temps. Dernier mot revient à M. Nadembega pour merci Claude. beaucoup. En fait, après ce que Imhotep a dit, je voudrais seulement revenir sur 2 points qui me semblent très importants. C'est le récit du docteur Nebié, qui a rencontré quelqu'un qui lui dit effectivement, en fait, tous ceux qui sont en train de chanter l'électoralisme là, en fait, dites-leur toujours de regarder la Chine. Vous avez déjà entendu effectivement qu'en Chine, il y a des élections présidentielles. Mais le pays n'est pas en train de monter vers effectivement la première puissance économique de ce pays. Seulement ce qu'il faut des refondations et une organisation politique qui permette effectivement de maturer, former et amener effectivement les citoyens à avoir des niveaux qui comprennent effectivement cela. Et la dernière des choses, c'est de dire effectivement que, comme l'a dit Imhotep, je vais résumer en disant, il y a le judiciaire, il y a le juridique, mais au finish, il y a le politique. Ok. Donc je pense que ça permet effectivement d'éclairer effectivement la suite. Merci pour vos différentes contributions. Fin de ce numéro de questions majeures. Merci de votre fidélité à ce programme et merci de votre fidélité au programme de la RTB. À très bientôt. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir visionné la vidéo. Alors, je vais juste vous demander de nous laisser votre avis dans les commentaires ci-dessous, juste pour enrichir le débat et aussi de ne pas vous oublier de vous abonner, de liker et de partager la vidéo. Merci, à la prochaine.